Je suis chargée de cours ici, je donne un cours de critique, pas cette session, mais je suis chargée de cours à Laval aussi en cinéma. J'ai le plaisir d'accueillir Charles-Olivier Michaud ainsi que Michel Corriveau qui a fait la bande sonore du film avec moi. Accueillir avec moi et qui a fait la bande sonore du film. Longtemps. Ah oui, c'est ça. Et pour les présenter un petit peu, alors Charles-Olivier Michaud, avant de réaliser Rue, tu as donc réalisé plusieurs films, dont Snow and Ashes en 2011, Exil en 2013, un coming of age qui mettait en scène un jeune homme haïtien dont le père est kidnappé et qui part à la recherche de sa mère aux États-Unis. Tu as réalisé, peut-être que vous l'avez vu, Anna en 2015, qui mettait en scène Anna Mouglalis, si je dis bien son nom. Ouais. Et donc là, en 2023, Rue, adapté du chef-d'œuvre de Kim Thuy, qui a été traduit dans plus de 29 langues et a vendu à plus de 6 000 exemplaires, 600 000, pardon. 40 ans. C'est 40 langues. J'avais mon... 40 langues, 50 pays. Merci parce que c'est ça ne cesse de monter. Et Michel Corriveau, alors tu as mis en musique de nombreux longs métrages alternant entre des ambiances intimistes et des films aussi à très gros budget. Tu viens d'une famille de musiciens, si je ne me trompe pas. Et puis on doit tes premières compositions au monde de la publicité. Ouais. Et tu viens donc aussi, comme je te disais, d'une famille de musiciens. Et tu as mis en musique des drames, donc Le Survenant, tu as mis en musique. Le Dernier Tunnel, Bon Cop, Bad Cop, pour lequel tu as eu aussi plein de nominations diverses. Et tu as été gagnante de la musique au Los Angeles Independent Film Festival Awards pour Anna. Nous avons travaillé souvent ensemble, plusieurs collaborations. Et est-ce que vous pouvez me redire, donc là, Rue a gagné plusieurs prix récemment. Au Festival de Dieppe en France, Voilà, ça a gagné un prix musique et réalisation, son. Puis là, il y a des nominations au Canadian Screen Awards à la fin mai. C'est ça. Mais on fait pas des films pour les prix, là. Non! On parlait de ça juste un peu avant d'arriver. Alors, on va commencer un petit peu là-dessus sur votre collaboration parce que vous avez travaillé ensemble sur plusieurs films. Et moi, je me demandais comment s'est initiée cette collaboration-là. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que toi, tu as découvert la musique quelque part de Michel? Comment s'est fait cet alliage-là et comment se poursuit-il de film en film? Dans une affaire un peu comme ça. En 2011, on était au Festival de cinéma de la Ville de Québec, puis on donnait une espèce de conversation sur la musique au cinéma. Puis on était ensemble, on se connaissait pas. Puis on s'est connus là, on est devenus amis ce soir-là. On est allé prendre une bière après. Puis je t'avais proposé de faire Exil, puis ça a commencé comme ça. Mon Dieu, simple de même. Tu étais là beaucoup pour Snow and Ashes, je crois. Puis moi, j'étais là pour... Je sais pas. Je sais pas, je me rappelle pas. C'est peut-être les Imézac ou... Pour parler de la musique des films qu'on avait fait dans l'année. Et je pense que c'est le propos de Charles Olivier, sa vision sur la musique, et mon propos, ma vision du cinéma. Fait qu'il dit « Hey, on va-tu prendre une bière? Charles-Olivier, tu es comme un grand fan de musique, comme es-tu quelque chose d'important pour toi au sein du cinéma? Ou comment cette discussion-là? Je sais pas, c'était une façon de travailler. C'était une... Tu sais, quand on fait des films, là, êtes-vous étudiant en cinéma? Êtes-vous... Oui. Et vous voulez tous être réalisateurs ou tous preneurs de son? Tous des compositeurs. Tous des compositeurs, OK, c'est ça. Exactement. Non, mais qui, par main levée, veut être réalisateur ou réalisatrice? Quand même. Puis qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, sinon? Scénariste. Il y a une petite délégation. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Monteur. Est-ce qu'il y en a qui veulent travailler la musique de film ici, ou qui travaillent déjà un petit peu ça dans... Est-ce qu'il y en a qui veulent travailler en cinéma? Oui, bien faites pas réalisateur, scénariste. Je fais des jokes. Mais la musique, c'était... En fait, c'est parce que quand on trouve une collaboration avec quelqu'un, c'est super important de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien. Ouais. Parce qu'on va passer vraiment beaucoup de temps ensemble. Puis non seulement on va passer beaucoup de temps ensemble à créer de la musique, mais on va surtout passer du temps à des moments de grande vulnérabilité. Puis on a envie d'être confortable avec cette personne-là. Puis que ce soit le monteur, Claude Palardy, je travaille avec lui depuis qui a fait Rue, il a tout fait avec mes affaires. On a travaillé ensemble en 2013 pour une série télé qui s'appelait La Galère. Depuis, on travaille ensemble. Le directeur photo, Jean-François Laure, lui a fait mon premier film, Snow and Ashes, qu'on a fait en 2010. Il a tout fait depuis. Tu sais,
on est proches, là. Tu sais, puis ce que ça fait, c'est qu'après, quand tu vas parler, tu vas établir un dialogue puis une confiance avec la personne. Puis souvent, tu n'auras pas besoin de passer à travers les politesses de base que tu aurais avec quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un que tu connais peu. Tu n'auras pas peur de brusquer la personne, puis tu n'auras pas peur non plus de te présenter sous un regard beaucoup plus vulnérable et fragile. Parce que, tu sais, on travaille dans l'émotion, hein. On est sensible parce qu'on fait du cinéma, on veut pleurer, on veut rire, on veut être effrayé, on veut du thriller, de faire le même. Donc, c'était ça, je me suis senti en confiance avec Michel. Et toi, Michel? Ben, c'est Atome Crochu, c'est vraiment ça, je pense. On est un peu des soulmates créatifs lorsqu'on parle d'un projet. Charles, de tous les films, tous les projets que je fais, quand Charles a un projet, il me l'envoie vraiment en amont, avant que ça soit financé. J'ai ça en tête, qu'est-ce que tu en penses et tout. Puis déjà, moi, je me mets à fonctionner. Et, à peu près tous les projets que j'ai faits, il y a beaucoup de musique que j'ai écrit avant le tournage. Ah oui? Peu importe si ça allait se faire ou pas, quasiment? Pas à ce Oui, point-là, ben, Rue, ça remonte à 2018 qu'on faisait on faisait des essais, 2018, 2019, pendant la pandémie, on faisait des essais, des idées. Oui, vraiment, ça remonte à... Oui. Puis ça nous permet d'arriver, avec la réalité de la production au Québec, c'est le temps et l'argent. Donc, ça nous permet d'arriver prêt. Quand on arrive au film, on ne sait pas nécessairement ce qu'il va avoir complètement comme musique, mais on sait ce qu'il n'y aura pas. Ouais, parce qu'on va l'avoir essayé, on va avoir, tu sais, je vais avoir sondé. Et évidemment, ben, avec les années en collaboration, ben là, je peux plus détecter ce qu'il touche, Et je peux plus comprendre le sous-texte de Charles-Olivier aussi. Tu sais, le définir. Puis ça, c'est important. Mais en même temps, tes films aussi, de fois en fois, sont très différents. Tu sais, je veux dire, que ce soit un thriller, que ça a été... La Rue, c'est comme, tu sais, un vraiment grand déploiement. Comme, faut pas non plus, j'imagine, prendre des choses pour acquis parce qu'on a déjà travaillé avec quelqu'un qui va vouloir la même chose d'un point de vue musical ou d'aller dans le même style. Mais c'est vrai que... Non, tout à fait. Puis, ben, de toute façon, si vous avez la chance, je vous le recommande, de voir les 2 autres films qu'on a faits, l'univers musical est complètement différent. Anna, on est dans un domaine un peu presque électroacoustique et dans le cas de Exil, on est dans quelque chose de très organique, les doigts, beaucoup de cordes. Mais tu dis que mes films, ils sont très différents, puis en même temps, si tu regardes de Snow Nashes à Exil, à Anna, à Rue, la chose qui est la constance, c'est toujours des personnages complètement silencieux, qui ne vont pas parler jusqu'à ce qu'ils comprennent leurs circonstances ou ce qui leur est arrivé, ce qui est le cas ici. Puis avant, j'avais fait des films qui étaient beaucoup plus confidentiels, disons, qui étaient fait 1000 festivals à travers le monde, puis ici, ça marchait un petit peu moins au Québec. Fait que le personnage silencieux, c'était quelque chose qui est dans le monde, disons, cinéphilique, là, beaucoup plus accepté que dans le monde populaire. Divertissement. Ouais. Ça a été quelque chose que je pense que les gens ont apprécié, mais c'est quelque chose qu'on me parle à chaque fois que je fais. Quand je présente Rue, là, à chaque fois, les premières questions, c'est oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes... pourquoi est-ce que la personne ne parle pas? Puis pourquoi? C'est très confrontant. Est-ce que c'est plus des gens qui n'ont pas lu le livre ou même des gens qui ont lu le livre qui se disent mais pourquoi l'avoir fait aussi silencieuse, cette protagoniste? C'est dur de savoir, comme je disais avant de commencer. Kim est l'autrice qui a écrit le plus, qui est connue pour tout sauf sa littérature. Elle est connue pour ses livres de cuisine, pour ses émissions de télé, pour tout le monde en parle, mais elle n'est pas... Disons, les gens, oui, ils ont lu ses livres, mais ils vont souvent l'associer au personnage public, médiatique qu'elle est. Puis ils vont peut-être oublier le côté beaucoup plus réservé qu'elle était, et qu'elle était jeune, et aussi une facette qu'elle est quand les caméras ne tournent pas. C'est une personne qui est capable d'être bubbly, comme je dis souvent, elle est capable de parler à Sophie Durocher du Journal de Montréal le samedi, puis à Baillargeon dans Le Devoir le dimanche, puis les deux, on s'entend, là, c'est 2 pôles, c'est le feu et l'eau, là. Oui. Puis, mais d'être cohérente dans les deux, puis d'avoir un discours qui va s'adapter tout le temps, puis sans jamais se changer elle, ni ses idées, elle va changer sa façon de l'aborder, c'est très caméléon. Puis, à la base, Kim, disons, au départ, elle est arrivée ici, elle ne parlait pas français. Elle est arrivée ici, elle n'a pas choisi d'être ici. On lui a, disons, imposé ça, elle avait 10 ans. Puis, elle a dû comprendre les circonstances
qu'elle était ici, disons, dans lesquels elle se trouvait, et de trouver sa place, et de retrouver ses repères et le silence. Tu as parlé d'un livre que tu as écrit sur le Japon. Est-ce que tu es arrivé là-bas et tu t'es mis à parler? Bon, ben c'est ça. Mais souvent, on l'oublie, puis c'est pas juste les immigrants ou c'est pas juste les gens qui vont... Le silence devient notre ami. Ça devient un refuge dans le voyage, dans le déplacement. Puis, fait que c'était beaucoup ça. Mm-hmm. Merci pour ça. D'ailleurs, comme si on reste un peu dans la genèse et tout ça, comment c'est fait avec Jacques David aussi qui est au scénario, comment, là tu parles de 2018, il y a vraiment du bagage, et comment c'est fait le scénario, aussi un petit peu avec Kintu, comment elle a collaboré avec vous, parce que d'ailleurs aussi juste par curiosité, qui a lu Rue ici? Comme quelques-uns quand même. Pour ceux qui l'ont lu, ceux et celles, vous savez que c'est en fragments et tout ça, fait qu'il y a aussi cette question de l'adaptation, comment... j'y viendrai après, mais comment donc déjà au scénario adapter quelque chose d'aussi particulier qu'un récit en fragments tel que Rue? Bien, l'idée, justement, c'était il fallait respecter, disons, la forme de Rue, puis les fragments s'imposaient. Donc, les fragments, les souvenirs, les murmures de la mémoire de Kim, ça s'imposait, de Kim et de sa famille, s'imposaient dans la forme narrative. Fait que c'était toujours été quelque chose, ça a toujours été ça, dans l'idée de base de le film Rue, il va falloir qu'il respecte ça, parce que on peut pas, on fait pas, je pense pas, peut-être qu'on aurait pu, mais je pense pas moi, j'ai jamais pensé de faire un film linéaire elle arrive, puis arrive ça. Il fallait que ce soit comme un côté très impressionniste, très lyrique, qui respectait le cadre créatif du livre. Puis le livre, pour ça, c'était comme quelque chose qui était vraiment important. C'est que Rue a été écrit, Kim elle a étudié à l'Université de Montréal en traduction. Après ça, elle a étudié en droit. Elle est devenue avocate. Elle a eu 2 enfants, dont un autiste. Elle était restauratrice. Elle a été mère avant de devenir romancière, avant de devenir écrivaine. Rue est sortie en 2009. Ça fait 15 ans de ça. Fait que Kim, elle avait 40 ans. Là, Donc, elle a eu toute une vie avant d'arriver comme écrivaine. Le geste qu'elle a fait dans l'écriture, puis ça, c'est quelque chose qu'elle m'a appris, moi, dans mon cinéma, que ce soit dans l'écriture, dans la réalisation. C'est quelque chose qui est très dur à comprendre, là. C'est facile à l'expliquer, là, mais c'est qu'elle a écrit le livre, Rue, sans aucune considération, sans plan. Elle ne s'est pas dit « je vais vendre 600 000 copies, je vais le traduire dans 50... » Elle l'a écrit, il croyait tellement pas, l'éditeur, là, au début, qu'ils en ont fait imprimer 500 copies. Là. Mm-hmm. Ça, c'est à quel point l'éditeur croyait. Tu écris des livres, donc quand l'éditeur te dit il va être imprimé à combien, c'est là que tu réalises que... 500, c'est pas beaucoup. 500, c'est pas beaucoup. Ouais. Un best-seller au Québec, c'est 3000. C'est fait ça. que 500, c'est pas beaucoup. Mais elle a jamais prévu ça. Elle a jamais pensé, elle s'est jamais dit... je vais écrire des livres, puis ça va être lu partout dans le monde. Elle a des thèses sur sa vie à l'Université de Stockholm qui étudie, qui décortique Rue au doctorat en littérature. Je veux dire, c'est pareil en Hongrie. Elle n'a pas prévu ça. Donc, le geste d'écrire était pur. Il était pur dans le sens qu'il n'y a pas eu de « faut que je plaise à quelqu'un ». Elle ne s'est même pas dit « faut que je plaise à ma mère ». Tu sais, quand on écrit, on pense aux gens autour de nous, parce qu'on se dit, les gens autour de nous, souvent, c'est les premières personnes qui vont nous lire. Elle l'a fait dans une espèce de pureté artistique, créative, une liberté totale. Puis elle a essayé de m'apprendre ça, de me dire « Hey Charles, il faut que tu aies la même liberté créative en faisant le film. » Parce qu'elle dit « Moi, le film, je l'ai vu. Je l'ai fait dans ma tête. Je l'ai fait 1000 fois. » Puis les gens qui vont voir le Rue vont l'avoir fait dans leur tête. Elle dit « Moi, ce que j'ai envie de voir, elle dit « Moi, là, je vais être... Toi, ouais. Elle dit « Moi, je vais être ton premier public, puis je vais être ton dernier public. » Puis elle dit « Au pire, il n'y en aura pas de public. » Mais elle dit « Moi, je vais le voir, mais j'ai envie de voir le film que toi, tu as envie de faire. Puis elle a dit ça à moi, mais elle a dit ça à Michel Corriveau, elle a dit ça à Jean-François Lard à la photo, elle a dit ça à Marie-Hélène à la DA, elle a dit ça à toute l'équipe. Parce qu'elle voulait qu'on amène beaucoup de nous dans le film. Elle voulait pas qu'on fasse juste emprunter à elle. Elle a dit non, mettez de vos souvenirs à vous, mettez de votre expérience à vous. Puis c'est pour ça que souvent, le film, dans la façon qu'il va résonner chez le monde, souvent les gens peut-être un peu plus vieux que moi, là, qui vont avoir vécu les années 70, ils vont dire « Mon Dieu, c'était ça les années 70 ». Dans les costumes, dans la cabane à sucre, dans les décors, dans le tapis, dans les pantoufles à Fantex. Oui. Mais tu sais, c'est des choses que nous, mettons par exemple, moi, tu sais, en le rendant à Diff,
Parce que moi, je disais tout le temps, il faut le faire très, très, très spécifique à toi, Kim Thuy, pour que ça devienne éventuellement, peut-être, on espère, universel. En étant le plus spécifique possible, le plus précis à son expérience à elle, les gens vont se reconnaître là-dedans parce que finalement, on vit tous les mêmes expériences. Bien, mettons, moi, je donne un exemple. Le moment où, dans le film, où c'est la chanson du Petit Bonheur de Félix Leclerc, bien moi, c'est quelque chose qui vient de moi, puis de mon expérience à moi. Moi, c'était mon grand-père à Lévis qui nous amenait à son chalet, à son érablière à Ville-Marie, puis on chantait à la fin. Nous autres, on avait 10-12 ans, là, on voulait aller faire du skidoo puis boire du sirop d'érable, là, puis lui, il nous faisait chanter ça. Puis ça m'énervait quand j'avais 12 ans. Puis aujourd'hui, ben c'est dans le film. Mais ça, c'est spécifique à moi. Mais quand j'ai raconté ça à Kim, elle dit, Charles, moi, Le Petit Bonheur, c'est la première chanson que j'ai entendue et apprise au Québec. Je fais, c'est fou comment l'expérience est. Moi, c'est la première chanson que j'ai chantée en 6e année là, à l'école. Là. Je sais pas chanter. Là. Même mon fils de 4 ans dit que je sais pas chanter. Là. Puis, donc, c'était quelque chose qui était très spécifique. Ça vient pas du livre, ça vient de moi. Mais pareil, comme il y a des éléments dans les décors qui appartiennent à Marie-Hélène, des affaires qui sont dans le film, qui sont complètement pures à nous, notre expérience, qui s'en devient qu'on peut le partager puis que les gens connectent avec ça. Sont toutes surtout comme ces morceaux d'expérience-là de chacun relatifs à relier plutôt à l'enfance de chacun ou pas nécessairement, ou juste leur vision du Québec, leur vision du Québec à travers rue aussi, c'est pour ça ceux de l'équipe qui l'ont lu. Je pense qu'il y a un côté de ça, là, un côté de la vision du Québec à travers rue, oui, absolument. Mais tu sais, on n'a pas... c'est ça qui est... C'est très touché, là, faire un film de même, c'est que tu veux pas faire un film en te disant faut parler d'immigration. Nous autres, moi, j'ai jamais parlé d'immigration. Avec qui on n'a jamais parlé d'immigration? On a rarement parlé de rue, en fait. On a rarement parlé du livre. On parlait d'art, on parlait de musique, on parlait de politique, on parlait de toutes sortes d'affaires. Mais on parlait pas, on se disait pas, on va faire un film sur l'immigration, puis Rue va devenir un film sur l'immigration, puis on va parler d'immigration. Non. Faire un film à thème, il faut que le thème se greffe à ton film naturellement, peut-être, éventuellement. Faut pas que tu le fasses d'emblée. Si tu le fais d'emblée, ça devient comme une espèce de... C'est une opinion très personnelle, là, mais ça devient une espèce de publicité, ça devient une espèce ça devient pamphlétaire. Puis moi, j'aime pas ça. Si je sens le thème dans le film, puis je me dis, un film sur la violence policière, OK, parfait. Ben, j'ai CNN pour ça. Mais si il arrive à me raconter... Non, mais c'est vrai, s'il arrive à me raconter une histoire à travers ça qui est humaine, puis j'en décortique et j'en retire l'expérience et le thème. Donc, pour Rue, on s'est vraiment concentré sur l'expérience de Kim Thuy, sur mon expérience, notre expérience humaine, le plus possible. Justement pour pas qu'on fasse un film à thème, parce que moi, je voulais pas faire un film à thème, puis après, les gens, ils décideront qu'est-ce qu'ils en font du film, tu sais. Ils décideront si le film, il y a un thème. Tu sais, oui, l'immigration en fait partie, mais tu sais, moi, à la base, j'ai dit à Kim, j'avais dit ça au début, j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, pour moi, c'est pas un film sur l'immigration. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai rencontré. J'ai dit, pour moi, c'est un film sur la naissance d'une artiste. C'est une jeune fille qu'on a pris, on l'a enlevée de chez eux, on l'a forcée à changer son monde, à abandonner sa vie, puis à s'ouvrir sur un monde qu'elle ne connaissait pas, arriver sur une nouvelle planète. Puis à travers ça, à travers cette expérience-là, elle va rencontrer un voisin bizarre qui parle de la couleur du ciel, un autre monsieur qui travaille au restaurant qui parle de mots, de quadriphonie, de numulaire, de l'amour des mots. Elle va rencontrer une petite Joanne qui est un petit maudit moulin à parole qui est... Puis elle va prendre tout ça, puis elle va les observer. Puis ces gens-là, ben, ils ont fait partie de la vie de Kim pendant 35 ans, du moment où elle les a rencontrés en 1978 jusqu'en 2009, quand le livre est sorti, parce qu'elle a décidé de parler de ces gens-là. Fait que c'est comme... Kim, pour moi, c'est une anthropologue c'est une témoin de l'humain qui a comme digéré, ce qu'elle a vu d'inusité au Québec, de beau, de drôle, de cocasse, de bizarre, de triste. Puis elle nous le renvoie comme un miroir. Ouais. Puis le film, pour moi, c'était ça. Puis ça tombe que c'est une immigrante. Donc, c'est comme une après-pensée. C'était pas la pensée d'emblée. Je sais pas si tu comprends. Non, je comprends complètement. Puis je pense que vous aussi, vous l'avez saisi, que c'est particulier aussi, nous, en tant que Québécois, de voir un film où, pas que tu te sens étranger, mais tu vois vraiment le Québec à travers les yeux de cette jeune fille-là qui le sent étranger. Et tu vois les maladresses, tu vois la gentillesse, tu vois les essais-erreurs, etc. Et comment... t'en as parlé un petit peu, mais comment rester dans cet état d'esprit-là de
tu sais, des choses qui nous semblent tellement évidentes, nous, en tant que Québécois, mais là, on se déplace à chaque fois. On n'est pas dans ce point de vue-là. Puis de rester avec elle, parce que c'est super ça qui m'apparaît important aussi pour qu'on comprenne ce phénomène d'étrangeté. Puis nous, évidemment, si on va dans d'autres pays, on le ressent, mais là, de le ressentir par rapport à notre propre culture, c'est particulier dans même le cinéma québécois. On le ressent pas si souvent que ça, je crois. Mais c'était l'idée de... C'était quelque chose que, disons, c'est Kim qui m'a choisi là, pour faire le film, puis moi, j'y avais envoyé, parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui ont passé sur ce projet-là, disons, avant moi, puis pas qui ont essayé, mais qui ont flirté avec l'idée de faire ce film-là. Puis un jour, Kim, elle m'a choisi, puis j'avais dit, j'ai dit assez tôt dans le processus, j'ai dit, moi, je veux pas que le Vietnam soit exotique. J'ai dit, je veux que le Vietnam, au début, puis ça, le producteur n'avait pas aimé ça, j'ai dit, parce qu'au début, on était supposé aller tourner au Vietnam. Le film a été entièrement tourné à Montréal, là. Mais j'avais dit au producteur, j'ai dit, le Vietnam, là, on va le tourner en super 16 mm, carré, noir et blanc, puis on va être collé aux personnages. Fait que là, il dit, OK, tu veux vraiment pas voir le Vietnam? Je dis, non, je veux pas voir le Vietnam. Puis là, il dit, ben pourquoi? On va au Vietnam, il faut le filmer le Vietnam, c'est beau le Vietnam, c'est texturé le Vietnam. Je suis comme, non, oui. Mais je dis, Kim et sa famille, pour eux, ça, c'était le neutre. Ça, c'était leur vie, c'était leur quotidien, c'est ça qu'ils connaissaient. Ce qui était bizarre pour eux, c'était la neige, c'était les chapeaux de fourrure, c'était les mœurs québécoises, c'était notre culture à nous. Fait que, puis c'est plus facile de poser un regard sur un temps passé, donc des années 70, que de le faire aujourd'hui, parce que je pense pas que l'espèce de bonhomie québécoise qui est présente dans le film, très spécifique au souvenir de Kim Thuy, c'est peut-être moins présent aujourd'hui. On s'entend, les réseaux sociaux, c'est toxique, les médias, c'est toxique, tout ça. Mais c'est une bonhomie qui existait parce que c'est ça l'expérience de Kim. C'est ça qu'elle a vécu. Il y a une scène qu'on n'a pas pu tourner dans le film. Puis on l'a tournée, mais on l'a pas faite comme elle s'est faite dans la vraie vie parce que la COVID. C'est la scène où il arrive au centre communautaire. Puis cette scène-là, ça, c'est très particulier. C'est dans l'église ukrainienne, c'est ça? Oui, c'est dans l'église ukrainienne au début du film. Puis OK. Pendant la pandémie, Kim, elle m'appelle, puis on n'était pas en tournage, un an avant le tournage, elle m'appelle, elle me dit, hey, il y a une archiviste de Télé-Québec qui travaillait à Radio-Québec. Donc, vous ne connaissez pas ça, là, mais c'est avant Télé-Québec, il y avait Radio-Québec, ça s'appelait. Puis elle a trouvé, cette archiviste-là a trouvé, on ne sait pas comment, elle a trouvé un documentaire qui était fait en mars 1978, dans lequel on filmait l'arrivée des Vietnamiens, du premier autobus de Vietnamiens qui arrivait du Vietnam, en fait du camp Malaisie, en avion, puis arrivait au centre communautaire à Granby. Et qui on voyait dans ce film-là? Kim Thuy à 10 ans, son père, sa mère, les Girard, Joanne, on les voyait tous. Ils sont tous en entrevue. C'est fou, ça. Moi, il n'y a pas d'équipe caméra de Télé-Québec ou Radio-Québec qui a fait un documentaire sur ma vie quand j'avais 10 ans. Là. Quelles sont les chances que cette jeune fille-là... Ils ont vraiment choisi sa famille à Kim. Et Kim, on la voit à l'école, puis tu la vois, elle parle pas, puis elle est toute effacée. Elle est microscopique, là, elle était maigrichonne, tout ça. Puis son père parle très bien français. Tu vois les Girard, même... Les Girard, la famille Girard, là, c'est drôle parce que Patrice Robitaille ressemble beaucoup au gars, là, sauf que le gars, il roulait tellement ses airs. Puis là, Patrice, il me dit « Hey, là, tu veux pas que je roule mes airs de même, là, oublie ça, là, c'est trop, là. » Je dis « Non, c'est correct, on n'a pas besoin de rouler les airs de même, mais on les a vus, puis on a vu cette bonhomie-là. » Puis ce que je veux dire, c'est qu'ils ont filmé quand les Vietnamiens, la famille de Kim et tout ça, ils étaient 80 arrivés en autobus scolaire à Granby. Puis à ce moment-là, Kim, elle raconte souvent cette histoire-là. Elle est arrivée, nous on l'a fait, ils se font applaudir. C'est une scène où ils se font applaudir. Il fallait avoir la distance, on n'avait pas le choix, là, c'était ça. On voulait pas tous mourir de la COVID à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que dans la vraie vie, puis tu le vois dans le film, les parrains, les Québécois, ils ont pris dans leurs bras. Elle l'écrit dans le livre. Elle les a pris dans leurs bras. Puis Kim, elle le dit souvent, j'emprunte ses mots, mais elle dit, c'est le moment, elle dit, il avait passé 8 mois ou 9 mois dans un camp de réfugiés en Malaisie. Il ne s'était pas vu là, dans un miroir ou rien de ça pendant des mois, même avant ça, là, c'était le bateau, avant ça, c'était Fait que ça faisait peut-être un an ou un an et plus qu'elle ne s'était pas vue dans un miroir. Donc, elle ne savait pas à quoi elle ressemblait. Elle sentait mauvais, elle avait des gales sur elle, elle était sale. Puis les Québécois qui sont arrivés là, ils les ont pris dans leurs bras, ils les ont soulevés, ils les ont applaudis, ils les ont embrassés. Puis Kim, elle dit souvent, c'est la fois où dans ma vie, elle dit, même à ce jour, qu'elle s'est sentie la plus belle. Parce qu'elle s'est vue dans le regard des Québécois qui les ont aimés tout de suite.
Puis ça, pour elle, ça a été très émouvant. Puis elle a dit, c'est comme le moment où elle est devenue québécoise. Elle a dit, tu sais, on parlait pas la langue, on connaissait rien. Ils nous accueillaient dans une salle avec des sandwichs pas de croûte, puis du Charlebois Charlebois, puis de la spic, puis de la même. Mais elle dit, ils ont été tellement généreux, puis tellement doux, tellement généreux, tellement gentils. Elle dit, c'est ça que je veux montrer. Puis après ça, elle disait, tu sais, elle le raconte, on a essayé, moi, c'est une scène que j'avais même écrite, puis que j'ai été obligé d'abandonner, mais je voulais le tourner au zoo de Granby, parce que Kim, le zoo n'a pas voulu. Parce que Kim a dit, quand ils sont arrivés, le zoo de Granby, c'était comme l'attraction. Il allait le samedi matin. Les familles, semaine, le samedi matin, le samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, les familles, ils s'échangeaient les réfugiés pour les amener. Il y avait juste ça à faire. Au Granby, oui. Fait qu'elle dit qu'elle a vu au moins une 50aine de fois le zoo de Granby. Elle doit être écœurée. Fait que cette espèce de générosité-là, comme on le voit dans le frigo, là, où est-ce qu'il y a des pâtés chinois puis des sauces à spag. C'est ça, tu sais. Puis il y en a plein empilés. Puis ça, ben, on voulait... Puis oui, il y en a qui vont dire « Ah, l'accueil était pas vrai, c'était pas comme ça. » Il y en a qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles, oui. Mais cette histoire-là appartient à Kim. Oui, comme si parce qu'elle, c'était son histoire, où ça apparaît nécessairement idéalisé à d'autres, il ne fallait pas la montrer ou la raconter comme elle voudrait, tu sais. C'est plus facile d'aller vers le drame, d'aller vers la laideur, c'est plus facile. Alors que d'aller vers la beauté, puis la beauté, je parle pas de ce qui est beau esthétiquement, mais d'aller vers la beauté humaine, c'est plus fragile parce que souvent, les gens vont être sceptiques à ça. Mais ça, c'est un pari qu'on a voulu faire. Michel, dis-moi, par rapport à la musique, parce que on a un personnage qui parle très peu. En fait, elle dit quelques... je ne sais même pas, c'est une ligne de dialogue à la jeune Chloé Janji, c'est ça, dans le reste du film. Est-ce que la musique sert à montrer ce qui ne peut pas être dit, justement, de toute cette expérience-là? Est-ce que c'était ça que tu avais en tête? Ben, c'est sûr que oui, c'est beaucoup le sous-texte, la musique, souvent. C'est pour ça que j'aime faire les films de Charles Olivier, parce que les personnages ne parlent pas, j'ai toute la place. Une blague. Mais oui, et tantôt, Charles Olivier parlait d'authenticité, justement. Kim nous demandait d'être nous-mêmes. Puis, tu sais, ça aurait été facile de faire une musique. Quand je parlais à des confrères, des copains, de la famille, que je travaillais sur rue, tout de suite, on me demandait « Ah oui, as-tu fait des recherches de la musique vietnamienne? » Ça aurait été facile de tomber dans la musique racisée. Ouais. Ça aurait été facile aussi de porter de mettre un voile ou une couleur sur les émotions pour amplifier des trucs ou pas. Puis, j'ai été pris d'une certaine angoisse. Moi, j'avais lu le livre que j'ai relu lorsque Charles m'a dit qu'il allait le faire. Puis après ça, j'ai lu plusieurs phases du scénario. Et je me suis tout d'un coup vu comme avec une grande, grande responsabilité parce que je me demandais qui suis-je pour teinter la vie de ces gens-là avec ma musique. Essayer de vous envoyer une émotion X ou je ne serai jamais à la hauteur. Donc, on a décidé d'aller vers quelque chose de très humble en musique. Et à la limite, même au début, froid, beaucoup de retenue, d'où l'utilisation des sons de verre. Dans le film, il y a une scène où les garçons jouent avec des verres de vin. Et ça m'a amené, moi, l'ouverture du film, je l'ai fait avec ça. J'ai vidé la verrerie chez nous. Et j'ai fait un paquet de sons et c'est ce que j'ai utilisé pour installer le truc. Puis ça amène une certaine... ça amène une atmosphère qui est enveloppante, mais en même temps, une certaine froideur. Les Vietnamiens gardent toujours une certaine distance, c'est ce que je connaissais. Donc, et aussi même les cordes, au début, les cordes ne sont pas vibrées vraiment. Les cordes sont jouées sans vibrato, c'est joué très, très droit. Donc, ça a été un peu mon approche. Et il y a des trucs qu'on a trouvés à la toute dernière minute où Charles Olivier m'a poussé dans ma vulnérabilité au piano et on a fait des trucs. C'est ça, parce que cette liberté créatrice dont parle Kim Thuy, qu'elle a un peu donné ou qui a guidé tous les membres de l'équipe, toi, c'était quoi pour toi, ça? Moi, c'est certain que mon travail est, au moment où on arrive dans le processus, mon travail est quelque chose de quand même très technique en même temps. On prend les décisions, qu'est-ce qui se passe au son, puis on prend les décisions de quel point de vue on va faire la musique et tout ça. Donc, moi, j'avais cette réflexion-là et
la beauté dans un film, c'est qu'on se fait une idée puis on découvre des trucs jusqu'à la toute fin, même comme en faisant la création. Puis avec Charles Olivier, ben c'est ça. À un moment donné, on vivait beaucoup avec une partie de la musique. Puis il y a certaines scènes où on était à 3 jours de rentrer en studio. Il fallait que les partitions soient prêtes. On entrait avec l'orchestre, le pianiste et tout. Il était 9h30. Il était 9h30 le mercredi soir. Et mon studio est pas loin de chez lui. Ouais. Donc, on se voisine. Et c'est là que ça s'est passé. Mais vraiment, là, et Charles m'a dirigé. Puis pour moi, c'est fascinant parce que d'être dirigé par quelqu'un qui est non musicien, mais qui dirige carrément par émotion. Et, J'étais carrément par-dessus son épaule, puis j'y tapais les mains là, sur le piano. Ah ouais. Voilà. Puis, comme il disait, c'est être capable d'avoir une complicité où on peut se rendre vulnérable, en toute confiance avec quelqu'un. Bien, on a la chance d'avoir cette relation-là. Donc, les pièces de piano, les envolées de piano sont nées de ce moment-là. Et d'un autre, puis à l'opposé, la scène des portraits. Oui. C'est une des premières pièces que j'ai écrites avant que le film soit tourné. Ah oui, comment ça se fait? Parce qu'on se dirait au contraire que ça aurait peut-être été un flash final, celle-là, mais parce que c'était tellement au contraire visuel. Toi, tu savais ce que tu voulais faire avec ça, donc là, tu as pu la penser en amont un peu. Mais en fait, elle a été créée avant le film. Le portrait, les portraits, c'était vraiment ça que je voulais faire. Le monteur, Claude, il les a faites. Puis quand il est tombé sur cette musique-là, il l'a mis, fait qu'il a pu monter sur la musique tôt dans le processus. Là. Moi, je n'ai pas fait pour les portraits. Non. Moi, j'ai fait une pièce. Moi, je lis et je vais au piano, puis j'ai des notes partout, puis je prends, puis je fais juste composer des émotions qui me viennent en ayant lu. Un thème en Puis particulier. après ça, on commence à faire le ménage dedans. Donc, cette pièce-là, qui était quand même assez plus orchestrée que ce qu'il y a maintenant sur le final. Puis c'est toi, quand tu l'as entendu, tu me dis « enlève ça, enlève ça, enlève ça ». Puis finalement, le contre-chant du violoncelle est devenu le thème de cette pièce-là. C'était pas du tout, c'est ça, pensé comme ça au départ. C'était pas pensé comme ça au départ du tout. Mais c'est ça, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de confrontant qui est vraiment intéressant parce que je sais qu'on va toujours en ressortir un peu grandi. C'est clair. Puis vous faites pas mal d'allers-retours finalement aussi. Là. Comme tu es là à toutes les étapes aussi pour voir comment toi tu te replaces et comme, dans quelle voie tu continues, même si certaines choses ont été réfléchies à l'avance. Ouais. Ah, absolument, Au début, absolument. Puis il faut pas s'attacher émotivement à notre travail. J'ai un ami américain qui dit « You're painting their house ». Ça veut dire que je peins sa maison, mais c'est un peu ça. C'est un peu ma job. Donc, il faut que je me moule dans ses couleurs. C'est intéressant que tu parles de peinture. Comme est-ce que la musique est un peu une peinture? Comme dans la tête, tu vois-tu ça comme ça? C'est une image? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis moi, quand je lis, je veux savoir, je lui demande comment tu vas le tourner, quelle sorte de lumière. Puis, j'ai la chance, il est hyper esthétique dans ce qu'il fait, j'adore ça, donc ça aussi c'est inspirant. Je te dirais aussi que la pièce de la toute fin au générique, ça aussi c'est venu presque à la fin du processus. Et pour moi, c'était le point d'orgue au film. Et ça fait l'effet qu'on espérait, les gens demeurent assis, écoutent et regardent le générique. Super. Il y a comme il y a quelque chose qu'on a fait dans le film. J'ai fait ça beaucoup avec... Le directeur photo, Jean-François, et moi, on est très, très proches là, dans la vie. Là, c'est lui qui fait toutes les réparations dans ma maison. Là, puis on est très... Proche de même. Proche de même. Là. Puis il fait des shows de marionnettes à mes enfants. Là. Mais fait que lui et moi, on a parlé longtemps, des années avant de faire le film. Puis donc, tu sais, 5 ans avant de faire le film, on parlait de comment on allait faire le film. Puis j'arrêtais pas de dire... En fait, ça a été long avant que je mette un terme sur ce que je... En fait, c'est même pas moi qui l'ai mis, c'est un professeur de littérature d'un cégep de Sherbrooke qui m'a dit ce terme-là, puis là, maintenant, je l'utilise à outrance. Quel terme? Mais parce que c'est parce que j'arrêtais pas de dire à Jean-François que je voulais en faire le moins possible. Okay. Je veux pas de découpage. Je sais pas si c'est quoi ce découpage. Je veux pas de montage. J'en voulais pas. Je veux que ce soit toutes des plans séquences. Puis s'il faut couper, là, s'il va falloir qu'on coupe parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'il faut aller montrer quelque chose. Puis j'ai dit, je veux que ce soit tous des tableaux. Puis nos références de films, disons, tu sais, quand on fait un film, souvent, là, je sais pas vous autres, là, mais en tout cas, moi, souvent, on va se référer à d'autres films. Mais là, on s'est pas référé à aucun autre film. On s'est référé qu'à des peintures, beaucoup de photographies, beaucoup de livres photos.
Puis la pertinence de tout ça, parce que Jean-François était comme, OK, c'est cool de regarder des peintures là, de Jean-Paul Lemieux, puis des peintures de Colville, tout ça, mais il dit, qu'est-ce qu'on fait, là? Il dit, qu'est-ce qu'on regarde pour nous? Fait que là, je dis, ben, ce qu'on regarde, c'est qu'un peintre, il y a une image pour raconter son histoire. Il y en a juste une. Il n'y en a pas, il y a pas de montage, il n'y a pas de découpage, il y a une image. Ben, je veux qu'on... Puis souvent, l'histoire, si on parle, mettons, de Jean-Paul Lemieux, ben, il va avoir, il va avoir comme j'ai une sérigraphie chez nous, là, c'est une scène un groupe de personnes devant une église. Puis il y a une église au fond, loin, il y a une auto au loin qui arrive en arrière, puis il y a plein de gens en avant, puis il y a comme une personne un peu mal cadrée, comme en avant-plan, floue, parce que comme, le focus est comme en arrière, puis fait que tu sais que tu regardes, premièrement, il y a de la neige, un peu de vert. Fait que là, quand tu mets à décortiquer, tu es au printemps, tu sais, oh, c'est l'église, fait qu'on est sûrement le dimanche, les gens sont bien habillés. Qu'est-ce qu'on raconte? Tu sais, qu'est-ce qu'on raconte à travers ça, à travers une image? Fait que, puis là, j'en sais, ouais, mais on peut pas faire juste des plans fixes. Puis là, c'est là qu'on est venu avec l'idée de faire des plans, disons, qui bougent de droite à gauche, puis qui découpent pas, pour en faire le moins possible. Nous, on en fait le moins possible. Techniquement, on en fait le moins possible. On découpe pas ça. Mais à l'intérieur des plans, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça bouge beaucoup. Puis, si vous voyez le film une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir un film différent à chaque fois. Puis ça, c'est voulu, c'est que votre œil regarde... Au début, là, vous regardez le film, vous regardez la jeune comédienne. Je vous le dis au début du film, c'est elle que vous allez suivre. Fait que votre cerveau va la suivre, elle. Mais si vous le voyez une deuxième fois, votre cerveau va faire « Ah, je l'ai déjà vu, elle. » Fait que je vais aller regarder à côté. Puis ça, pour vrai, ça fait ça à tout le monde. 100% là, du monde. C'est un film il y a beaucoup de monde qui l'ont vu plusieurs fois. Puis, tu vas voir un autre film, puis on a vraiment fait comme une autre histoire parallèle, en avant, puis souvent, on a fait de la mise en scène à plusieurs niveaux. Puis ça, c'était voulu que l'expérience soit, on est tous figurants dans la vie des autres, on est tous parallèles dans nos vies, on a tous, nous, ce qu'on regardait, c'était le point de vue de la jeune comédienne qui, elle, voyait autour d'elle la vie des autres, pendant que les autres ne savaient pas que les autres se faisaient regarder. Puis c'est là que j'en viens, c'est que c'était... Donc moi, en disant à Jean-François que je voulais qu'on en fasse le moins possible de réalisation, de découpage, de photos, je voulais pas de trucs, je voulais pas de grue, je voulais pas de ralenti, je voulais pas de plan cool, je voulais que ce soit comme droit à hauteur des yeux, de même, puis on bouge, puis on regarde. Puis Kim a fait ça dans son livre, sans le savoir, c'est une écriture de soustraction, par soustraction. OK. C'est que tu en fais le moins possible. Ouais. En faisant le moins possible, il faut que tu choisisses. Moins tu as de mots, plus tes mots sont importants. Donc, comme Kim a dit, la version de 1200 pages de Rue, elle peut écrire ça en 10 jours, là. Mais la version de 112 pages... On pense que c'est facile hein, quand c'est plus court, Ben non. tout, mais pas du tout, au contraire. Puis ça a été la même chose pour la réalisation, puis la musique, le montage, ça a été... On se le rappelait, là, tout le temps, on se dit hey, « Oh! » On en fait le moins possible. Oui, soustraction est le bon mot. C'était comme ça. On enlève. Puis des fois, tu sais, moi, je suis très têtu dans ce que je vais faire sur un tournage. Je sais ce que je veux faire. Je suis prêt à me planter dans un mur, mais au moins, je vais aller au bout de ce que je veux faire. Puis ça, souvent, sur le plateau, c'était « Ah, mais on devrait faire un plan de coupe au cas où. » Puis moi, on ne fait pas d'au cas où. Fuck it, les plans B, là, ça marche pas ça. Puis, sauf que ce que ça donnait, c'est que quand tu fais un film, il faut que tu comprennes que tu as 3 heures pour tourner une scène, ou tu as une journée pour tourner une scène. Mais ta scène, tu peux la faire en 1 plan, ou en 6 plans, ou en 12 plans. Mais tu as le même temps. Mais si tu le fais en 1 plan, c'est que tu vas pouvoir le faire vraiment souvent, puis le préciser, le peaufiner. Puis travailler avec des jeunes acteurs, comme la jeune Chloé, c'était comme la réponse. Parce qu'elle n'était pas bonne au plan 1. Elle venait bonne elle venait bonne à la prise 13, 14. Mais c'est normal. C'est une jeune fille de 10 ans qui n'avait jamais été sur un plateau de tournage, qui était sûre qu'un plateau de tournage, c'était Emily in Paris. Là. On est loin. Au Québec, on est loin d'Emily in Paris. C'est grunge un tournage au Québec. Là. Puis on est comme des gitans. Là, on est comme une troupe de cirque qui se promène. Là, puis là, on a des enfants avec nous. Fait qu'il faut... Ouais, c'est beaucoup de gestion. Là. Beaucoup de gestion. Puis, fait qu'il fallait... en faisant le moins possible, le moins de plans, le moins de couverture, comme ça, mais ça faisait qu'il pouvait le faire souvent. Puis la scène pouvait évoluer.
Vraiment beaucoup. Il n'y avait pas besoin de continuité. Il n'y avait pas besoin de se rappeler de quel bar il avait pris la tasse. Il n'y avait pas besoin de se dire « Ah, j'ai pleuré là à tel moment. » Non, ça évoluait. Puis on faisait en moyenne 25 prises. Ce qu'on ne fait jamais au Québec parce qu'on fait des films en 30 jours, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Je sais plus ce que je disais là. C'est pas grave. Non, mais tu l'as super bien. Je sais pas comment dire. Ça peut donner le goût d'essayer cette technique-là aussi, pourquoi pas. Je vais poser une dernière question avant de laisser la parole au public parce que c'est important que vous ayez le temps aussi de parler. Je vais juste savoir si ça avait été un enjeu, une considération ou comme un besoin de justice de représenter à travers, comme vous avez parlé d'humilité, de sobriété, d'en faire le moins possible, le trauma aussi de ceux qui ont vécu, donc les boat people, parce qu'il y en a encore évidemment au Québec, et de rappeler et de témoigner et de rendre justice à cette mémoire-là qui est faite aussi de façon si délicate et sensible à travers le livre. Est-ce que c'était quelque chose qui était important ou au contraire, comme tu as dit tout à l'heure, un thème trop central, trop important, trop politique, trop l'immigration ou... Parce que, tu sais, c'est filmé avec beaucoup de délicatesse aussi, tout ce qui se passe vraiment dans les bateaux. Les plans aussi sont très expressifs, que ce soit comme les plongées, donc très verticales. Comment avez-vous pensé cette Bien, c'est spécial parce que j'ai jamais pensé... Comment dire? J'ai tellement vécu longtemps avec Rue, avec moi, disons, comme passager, que je me suis jamais dit... Tu sais, je me suis jamais dit, il faut faire un film sur les boat people. Je me suis jamais comme dit ça. Je me suis dit, moi, c'est l'histoire de Kim, elle m'a choisi, on fait ce film-là. Mais j'ai jamais réalisé, jusqu'à récemment, en fait, c'était au mois de février, on a fait une Q&A comme ça au Rendez-vous Québec Cinéma. Kim, la veille, elle était allée à Ottawa, au musée des civilisations, puis musée d'histoire, je pense que c'est le musée d'histoire du Canada, bref. Puis là-bas, il y a un théâtre IMAX. Puis on fait une présentation IMAX. IMAX. Ils ont présenté Rue sur IMAX, sur l'écran là-bas. Puis elle dit, parce que ça, je ne l'avais pas réalisé, ça, c'est que, je le savais parce que je suis allé au Vietnam, j'ai vécu en Asie. Je sais que, tu sais, le Vietnam ne reconnaît pas ce pan-là de son histoire. Il y a des millions de gens qui sont morts. Ça n'existe pas. Fake news. Là. Au musée de la guerre, c'est même assez particulier. Au musée de la guerre de Saigon, à Ho Chi Minh City, il y a comme un superbe musée flambant neuf, tout vitré, ces affaires-là. Puis là, il y a toute la chronologie des colonisations, les Français, les Portugais, les Américains, la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Puis il y a comme une section blanche entre 1975 et 85. Il n'y a rien d'écrit. Mais il y a comme un espace. Tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis j'ai osé demander à un monsieur qui était là, qui était comme un guide. Puis le monsieur, il est comme venu beige-gris dans sa tête, puis il a comme fait « Ah non, il n'y a rien là, il n'y a rien, c'est parce qu'il fallait mettre des panneaux ensemble. » Tu sais, une espèce d'affaire. Fait que là, puis par exemple, Rue a été publié dans 50 pays à travers le monde. Il n'est pas publié au Vietnam. Puis même quand il y a plusieurs années, il y avait eu une troupe de théâtre amateur. Mais quand je dis amateur, là, je parle là, vos cousins qui montent une pièce de théâtre, là, qui ont voulu monter Rue dans un sous-sol de maison privée, mais ils se sont fait arrêter. Au Vietnam. Oui. Puis Kim, une autre affaire qui est assez spéciale, c'est que Kim, il y a peut-être... ça, c'était avant... Je pense que c'était avant que Rue... C'était avant que Rue... non, c'était après que Rue soit paru. Elle était invitée dans une délégation canadienne à culture. Puis il y avait l'ambassadeur du Canada au Vietnam. Il y avait toutes sortes de monde. Puis c'était un gros truc protocolaire. Et c'était avec le président du Vietnam qui il a démissionné récemment, mais... Puis pendant la cérémonie, il leur mettait une médaille comme grande vietnamienne qui s'est accomplie. Kim, quand ils ont fait la photo officielle, ils l'ont amené dans une salle où il y avait un grand buffet, il y avait des affaires. Ils l'ont emmené là-bas pour faire la photo. Il ne fallait pas qu'elle soit sa photo officielle. Tu sais, à quel point ils censurent. Oui. Puis Kim, elle a dit ce soir-là, au mois de février, là, je fais du coq à l'âne, elle a dit « Les boat people n'existent pas dans aucun... » Parce que c'est aussi très récent. Tu sais, on s'entend, c'est entre 1970, ils sont partis à 75, les autres sont partis en 78, jusqu'à peu près en 85. Elle dit, les boat people n'ont jamais, ne sont dans aucun livre d'histoire d'aucun pays. Donc, elle dit, on n'existe pas. Puis elle dit, mais la régénération de ses parents, qui, eux, l'ont vécu adulte, donc pas comme un enfant où il ne sait pas ce qui se passe,
les parents de Kim sont d'un certain âge. Je pense que sa mère a le proche 80, son père aussi. Ils vont mourir, puis ils sont pas tous devenus romanciers, tu sais. Je veux dire, ils vont mourir avec cette histoire-là. Fait que pendant un soir, Kim, elle disait, à chaudes larmes, elle disait, les Boat People, elle dit, mon peuple, puis notre expérience à nous, à elle, à sa famille, tout ça, ont vécu dans le Musée d'histoire du Canada. Elle dit, on va être immortalisés grâce à cette soirée-là, qui a dit, il y a un pamphlet qui a été fait officiel. Tu sais, elle dit, parce qu'on a beau la raconter dans des livres, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, beaucoup de Vietnamiens qui ont écrit des livres à propos de ça, mais elle dit, c'est toujours des expériences personnelles, on n'est pas officiel dans des livres d'histoire. Ouais. Fait que c'est là que c'est comme bien après coup que j'ai comme compris l'immense responsabilité qu'on avait, mais en même temps, tout au long du processus, on l'a fait avec une grande, grande, grande délicatesse, puis une grande, comment dire, on l'a fait avec, on essaie d'être le plus authentique, le plus pur possible. J'ai jamais fait autant de recherches de ma vie. Moi, je suis allé au Vietnam, j'ai marché dans les pas de Kim, je suis allé à la maison où sa famille était, qu'on a recréé ici à Montréal, qui est devenu un poste de police et un bureau de poste, fait que c'est comme séparé en deux. Son frère, il m'a amené dans toutes sortes de places où son frère vit là-bas maintenant, puis toutes sortes de places un peu clandestines et tout ça. Donc, on est allé loin. Rosalie des costumes, elle a parlé à du monde. Elle a fait des ao dai, là, qui sont des ai ai, là, qui sont les robes traditionnelles vietnamiennes, là, en soie. Elle voulait tellement que ce soit précis qu'elle les a fait faire par des couturières vietnamiennes. Tu sais, on voulait là, que ce soit précis puis qu'il n'y ait pas on voulait pas qu'il y ait de faux pas, puis on voulait le faire très délicat, très sobre. Mais c'est plus tard que j'ai comme découvert qu'on avait une grosse responsabilité. Mais c'est intéressant. Merci pour cette réponse tellement précise. Puis en même temps, comme, je sais pas, c'est touchant aussi. Je vous laisse la parole. Je suis sûre que vous avez des questions. Comme vous avez le film en tête, vous venez de le voir et d'être baigné. Et aussi pour ceux même qui ont lu le livre ou qui veulent poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Parce que c'est un mélange de talent, d'effort. Tu sais, le professeur de karaté de mon fils, effort plus pratique égale succès, oui, mais en cinéma, télévision, peut-être moins. Parce que c'est un gros mix de sacrifices que tu vas faire pour y arriver. Parce qu'il va tu vas te faire, si tu veux être réalisateur, mettons, ou scénariste, parce que ça dépend, je vais séparer les choses, parce que si tu veux être directeur photo ou monteur, tu vas arriver sur des projets, ou compositeur, tu vas arriver sur des projets quand les projets vont être faits. Ils vont être ou faits ou en cours de se faire. Si tu es scénariste, puis ou c'est réalisateur, réalisatrice, c'est toi qui vas démarrer les projets. Les projets, ils vont pas être faits. Il n'y a pas personne qui va te donner il va te donner 5 millions ou 10 millions, puis il va te dire, on va faire un film, tu sais. Donc, c'est pour ça que je vais séparer. C'est sûr que tu es un artisan, donc un directeur photo. Il y a peut-être un côté plus pragmatique. Il faut que tu travailles sur des plateaux, puis tu vas monter dans la hiérarchie, puis tu vas rencontrer des gens tu vas rencontrer une réalisatrice, tu vas rencontrer un producteur, tu sais, puis tu vas passer tu vas faire une petite job, puis là, tu vas monter, puis après, au bout de 15 ans, tu vas peut-être être directeur photo ou monteur ou quoi que ce soit, tu sais. C'est normal, ça. Tu travaillerais en pub ou tu travaillerais comme avocat, ou comme comptable, bien, tu vas commencer à la base. Mais comme réalisateur ou scénariste, réalisatrice, scénariste, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de patience. Il y a un filtre naturel à l'industrie. Ici, en France, au Japon, n'importe où, à Hollywood, il y a un filtre qui fait que ça va filtrer les... C'est pas contre personne là, que je dis ça. C'est normal que... Tu sais, je viens de déposer un projet, là. Je viens de faire rue, puis je viens de déposer un projet là. On avait un pitch la semaine passée. Je te donne un exemple. À la SODEC, là, pour avoir de l'argent, il y a 89 projets qui ont déposé. Il y en a 24 qui ont été choisis pour aller faire le pitch. Donc, tout le reste sont jetés. Puis, des 24, il y en a 10 qui vont se faire. Est-ce que je pense que je vais l'avoir? Je sais pas. Puis, j'en ai fait, tu sais, fait qu'il y a comme un... Fait que ce filtre-là des fois, là, il y a beaucoup de monde, puis c'est correct, c'est pas contre personne. Mais le filtre, il dit, c'est que ça va entasser plusieurs. Parce que tu as un appartement à payer, parce que tu es tanné, parce que tu as des enfants, parce que peut-être au fond de toi, ben, c'est encore là, je dis pas, je veux pas de la mauvaise chose, quoi que ce soit. C'est correct si c'est pas
pour vous, parce que c'est pas un milieu qui est pour tout le monde, mais il y a un fil naturel qui va agir par-dessus toi. Puis après ça, toi, ben, c'est de te dire, c'est un monde au Québec, là, puis ça je dis aux scénaristes et aux réalisateurs, là, c'est un monde de... Il faut que tu sois vraiment débrouillard. Pas débrouillard seulement sur le plateau de tournage pour te dire, il pleut, il faut faire la scène peut-être à l'intérieur. Faut que tu sois débrouillard à savoir, OK, tu sais, moi, mon premier film, là, Snow and Ashes, on a fait ça avec rien, là, avec 3 bouts de corde, là, puis ça a fait... Puis j'ai fait ça un peu comme Kim. J'ai fait ça, moi, je voulais faire un film. J'avais aucune idée qu'on pouvait faire des festivals. J'avais aucune idée là, que ça allait être ma carte de visite. Là. Tout le monde un coup que le film était fait, tu disais, ah, c'est ta carte de visite. J'étais comme, hein? Quoi? J'ai fait un film, c'est pas une carte de visite. Là. Puis, tu sais, ça faisait 2 heures, puis c'était un peu artsy, puis ça, mais je pense que ça a fait 400 festivals, j'exagère même pas. Là. Puis, c'était une autre époque, c'était 2010. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, à 20, j'ai étudié en finance, j'ai été courtier en bourse, j'ai tout plaqué, puis j'ai décidé de faire des films. Je suis retourné vivre chez mes parents, j'ai liquidé mes REER, j'avais même plus de cellulaire, mon père voulait même pas me prêter son char parce que je ne pouvais pas mettre d'argent de gaz dans l'auto pour venir rencontrer du monde à Montréal. Je vivais à Québec, puis il me disait, tu vas faire des films, mon gars? J'étais, oui, père, je vais faire des films. Mais j'y croyais. Puis mon père, il me voyait, il me trouvait un peu débile, là, puis aujourd'hui, il est super fier, puis il m'a supporté. Mais quand j'ai décidé, tu sais, je me suis dit, j'étais allé voir, je fais du coq à l'âne, là, mais j'étais allé voir à la SODEC en 2010, là, puis ils m'ont dit, ah, M. Michaud, oui, c'est super, votre projet. Bon. C'était une rencontre d'information. Puis ils m'ont dit, ça a changé depuis un peu, là, mais il y a 3, donc tu vas déposer, il y a 3 dépôts, un dépôt 6 mois, tu vas te faire probablement refuser au moins 2 fois, peut-être tu l'auras pas. Et là, je me suis dit, attends, ça fait 1 an que j'habite chez mes parents. Si je dépose là, 1 an et demi, 3 ans. Je peux pas attendre 3 ans. Fait que j'ai demandé à des amis. Moi, j'ai fait un film, disons un film de faveur. J'ai fait un film, j'ai demandé, mes parents sont pas riches, rien de ça. J'ai pas des gens qui m'ont payé un film, quoi que ce soit, mais j'ai écrit l'histoire de 2 journalistes de guerre qui s'en allaient en Tchétchénie, il y en a un des 2 qui revenait. J'ai écrit que je voulais faire cette histoire-là. Bon. Puis là, je me suis dit, bien, où est-ce que je peux tourner? Je peux tourner à Château-Richer au chalet de mon cousin. Je peux tourner dans la rue dans le Vieux-Québec. Un ami à moi, sa grand-mère habite à côté d'une ancienne usine de trophées à Valleyfield, qui est délabrée. On va le tourner là, ça a l'air d'une scène de guerre. Je connais un ami qui, elle, est agente d'artiste, qui, elle, connaît peut-être un musicien. J'ai trouvé un directeur photo, Jean-François Lard. Il avait fait l'horloge biologique de Ricardo Troggi. J'ai trouvé sa page Facebook. Il a ri de moi quand j'y ai dit que je voulais faire un film. Il est parti à rire. Là. Puis il est tellement parti à rire, il dit, moi, je veux voir l'accident de train que ça va être. J'ai hâte de voir comment ça va brûler. Il avait hâte de voir comment on allait se planter. Tu sais, il est cynique de même comme gars, là. Je l'adore. Mais tout ça pour dire qu'il faut que tu fasses beaucoup. J'y croyais en Moses pour y arriver. Puis même à là, il n'y a jamais rien pour acquis. Tu sais, c'est ça. J'ai vécu sur le divan d'un ami pendant 2 ans à Montréal. C'est ça, là. Tu sais, il faut que tu y crois. Il faut que tu crois, c'est fou, là, faire des films. C'est scénariste ou réalisateur, c'est souvent c'est ça. Parce que vous autres, vous partez des projets. C'est votre idée. Il faut que tu dises, hey, moi, là, mon idée est meilleure que les 87 autres projets qui viennent d'être déposés là. Puis il faut que tu t'assoies devant des gens, là, qui, eux, là, ils ont 40 ans de métier, là, puis ils en ont vu des rêveurs, là. Fait qu'il faut que tu sois comme assez rêveur, mais assez pragmatique pour dire, oui, on va aller faire rue. Vous allez tourner, on va tourner la maison vietnamienne sur la rue Stanley en avant de l'hôtel Germain, à -22 au mois de février 2022. Il faut être fou de même. Je sais pas si je réponds à ta question, là. Je pense que tu réponds amplement à la question. Je veux pas vous... il est parti. Mais je veux pas vous décourager non plus. C'est juste, faut le vouloir, tu sais. Puis c'est ça, faut le vouloir. Fort. Faut le vouloir fort. Puis ça, il n'y a personne, puis je vous jure, il n'y a personne. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a pas longtemps, je ne le connais pas personnellement, mais Denis Villeneuve, il fait Dune, il y a 400 millions là, pour faire un film, puis il y a Jason Momoa, puis Timothée Chalamet, puis le plus gros film sur la planète. Ben, il jouait pas là-dedans, Jason Momoa? Oui. Ah oui, dans le 1, il joue. Oui, dans le premier. Ah oui, il joue Duncan, Idaho. C'est comme le pire nom de l'histoire du cinéma. Mais un ami à moi m'a fait comprendre pourquoi il s'appelait de même. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait la course Destination Monde en 1993. Je sais pas si c'est quoi, là, vous pouvez probablement trouver ça sur YouTube. Il a fait Maelstrom, moi j'adore ce film-là, c'est super artsy-fartsy. Il a fait 32 jours sur Terre avec Pascal Bussière. Là.
comment ce gars-là fait Dune, tu sais. Fait qu'il a monté, après ça, il y a un hiatus de 8 ans ou 9 ans, je pense, qu'il n'a rien fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y croyait. Il croyait à son rêve. Parce que c'est sûr que le gars, quand il a fait la course de 500 ou Maelstrom, il ne serait pas allé cogner à la porte de Legendary à Hollywood et dire hey, « je veux faire Dune ». Probablement, il aurait pas ouvert la porte. Là. Mais il faut être patient. Et un peu fou. Et un peu fou, ouais. Une autre question, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... ou sur Rue, hein, aussi, ou sur le film en tant que tel. Oui, merci. Tout a été tourné à Montréal, vous avez dit, et je me demandais pour la scène où est-ce qu'ils sont dans les camps en Malaisie, comment ça a été fait? Parce qu'on voit des palmiers comme ça. Ça m'a vraiment surpris quand vous avez dit que ça a été tourné à Montréal. C'est tourné dans un... c'est la seule scène qu'on a faite à l'extérieur de Montréal. On a tourné à Joliette. Qui l'eût cru? On a tourné dans un pit de sable abandonné à Joliette. On a créé un camp de réfugiés. Puis il a de l'air... Il est quand même beau, là, notre camp de réfugiés, là. Mais, tu sais, il fallait pas être là le jour du tournage, c'était un peu pic-pic, là. Puis, mais c'est ça le cinéma, tu sais, on fait du rêve, on fait du faux, on recrée. Puis c'était vraiment un pit de sable. Les palmiers, ben c'était acheté dans une pépinière, je sais plus où. Puis... Mais on a vu beaucoup de documentaires. Il y avait CBS à l'époque, 60 Minutes avait fait une grosse série de documentaires sur les camps de réfugiés là-bas en Malaisie, dans les années 70, puis fin des années 70. Puis on a eu beaucoup d'images d'archives. On a pu recréer les mêmes tarps avec les mêmes logos de la compagnie de transport Malaysia. On a pu les mêmes bambous. Puis là, non seulement ça, mais en fait, je voulais là, que les acteurs vivent l'expérience, même s'il y avait les roulottes chauffées puis tout, là, mais c'est au mois de juin, il faisait quand même chaud. Là. Mais on a amené des poissons. J'ai fait acheter au chef accessoiriste, qui est un très bon ami à moi, on a fait acheter plein de poissons dans Chinatown. Là. Puis il les a mis dans son coffre d'auto. Parce que Kim, il mangeait du poisson pourri. Puis là, tout le monde, le chef accessoiriste, disait « Ah, il y a du poisson, personne. » Non, j'ai dit non, je veux que les acteurs aient l'odeur. Je veux qu'il y ait l'odeur, je veux qu'il y ait la texture, je veux qu'ils vivent ça. Puis, quand Kim est arrivé sur le tournage de ça, nous autres, on était comme un peu plus loin, puis là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il m'a dit, Kim, ça c'est drôle, j'ai comme brisé un rêve à elle récemment. C'est poche à dire, là, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Kim est dans une des huttes au fond là-bas, puis elle pleure. Je dit, oh my God. Je savais que Kim est très, très, très à fleur de peau, très émotive et tout ça, puis elle est venue, puis elle se sentait là, puis elle était en train de dire, j'ai entendu dire à quelqu'un que mon corps, elle dit, comme ma tête, je le sais que je suis ici, là, au Québec, à Joliette, là, mais mon corps, lui, il est dans le passé. Fait que là, j'ai demandé au chef accessoiriste, on avait des grosses tours à pluie. Fait qu'il y avait de l'eau qui était accumulée. Ben, tu sais, que les petits gars, là, ils font verser de l'eau. Fait qu'il y avait de l'eau qui était accumulée sur une toile. J'ai demandé au chef accessoiriste d'aller pousser sur l'eau pour que ça tombe comme juste devant Kim. Fait Kim, elle pense que c'était un acte de Dieu là, qui venait de l'au-delà pour lui donner la sensation. C'était moi, puis le gars. On était les gars des vues, là. Mais c'est ça, c'est toute de la, disons, de la recréation, toute faite ici. Là. Dans la scène dans l'eau, on a tourné ça dans une carrière abandonnée à Kanawake. C'est la carrière qui avait été creusée pour la construction du pont Mercier. Si vous ne savez pas c'est quoi le pont Mercier, écoutez Radio-Canada vers 8h15 le matin, c'est tout le temps bloqué. La circulation, ils vous le disent, c'est bloqué au pont Mercier. Je savais pas c'était où, puis là, j'ai fait « Ah, la carrière est là ». Fait que oui, entièrement tourné ici. Ouais. Super. Une autre question? Oui, merci. Moi, c'était par rapport à la musique. Je me rappelle plus exactement du titre, là, mais la chanson de Chopin qui joue pendant la longue séquence avec les soldats. À chaque fois qu'il y a une scène avec une chanson classique qui est nommée spécifiquement, je me demande tout le temps c'est quoi le processus de choisir. Parce qu'on s'entend que des chansons classiques, il y en a... Elle est dans le livre. Beaucoup trop. Elle est dans le livre. Ah, pour vrai? C'est vrai. En fait, c'est une scène c'est une scène qui est réellement arrivée. La vraie scène dans le livre, le père a eu atteint de COVID, l'acteur qui jouait le père, fait que j'ai pas pu le mettre dans la scène. C'est la dernière journée de tournage du bloc Vietnam. Puis je voulais tourner la scène pareil. Puis c'est vraiment une scène où est-ce que... En fait, la scène, c'était ce qu'on voulait évoquer. Puis ce que le livre explique, c'est que les jeunes hommes qui sont des soldats du Nord-Vietnam qui ont envahi le Sud-Vietnam sont des jeunes hommes, souvent entre 16, 15 ans et 25 ans, qui sont... On leur donne un fusil, on les prend dans des villages très, très reculés, on leur donne un fusil puis on leur dit « Va tuer les méchants là-bas ».
pour la plupart de ces jeunes-là, c'est des jeunes hommes qui ne savent pas lire ni écrire. Puis c'est aussi des jeunes hommes qui, souvent, n'ont jamais entendu de musique de leur vie, sauf des chants communistes ou des chants traditionnels vietnamiens chantés par leur grand-mère. Fait que quand tu as 20 ans ou 22 ans, puis la première chose que tu entends de ta vie comme musique, c'est Chopin, ben c'est comme un moment de grâce, là. Fait que c'était ça. C'est un moment, là, c'est complètement tiré du livre, là. C'est pris dans le livre, là, copié-collé, pouf, pouf, mis dans le film. La seule affaire, c'est que dans la vraie vie, ou dans le livre, c'était le père qui faisait jouer la musique, puis la jeune Kim était à côté. Fucking COVID. Est-ce que... Oui? Je me demandais pour la musique, il y avait comme plein de voix qu'on aurait pu emprunter pour les différents instruments utilisés. Ouais. C'était quoi le processus pour choisir des trucs très, très sobres comme le violon et le piano? C'était d'aller sur des pistes où je vais pas que l'auditeur, le spectateur soit dérangé, que son cerveau soit dérangé à essayer d'analyser une texture ou un instrument X différent. Donc, il y a 2 intrus dans le film, à part le piano et les cordes, et c'est les fameux sons de verre et des sons de métal tordus que j'ai fait avant le naufrage Dans le bateau, hein. dans le bateau. Et un synthétiseur que j'ai mis pour des basses fréquences quand on est dans l'eau en contre-plongée. Sinon, ça revient un peu à ce que je disais au début, je voulais tellement pas porter un jugement avec la musique ou vous tenir par la main avec la musique et ni de faire la musique qu'on s'attend à entendre, qu'on a choisi cette voie-là d'y aller dans un univers très connu, très rassurant. Rassurant, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus dans un... C'est sécuritaire, là. Sécuritaire, oui, c'est-à-dire à ce moment-là. Et je trouve que musicalement, au niveau des émotions, tu es obligé de dicter ton émotion en écriture au lieu d'y aller en show de boucan spectaculaire de son. Exemple, quand il y a la scène où la madame avec l'enfant pile sur la mine, puis on revient, puis c'est des accords de cordes, c'est baroque quasiment, c'est pas vibré, puis c'est grandiose, mais qu'est-ce que je communique là-dedans? C'est pas de vous dire, regardez ce qui est arrivé, c'est que moi, j'essaie de communiquer le point de vue de l'enfant, et c'est tout dans sa tête. Parce qu'il y avait une fanfare qui jouait dans le cours qui est passé. Donc, c'est ce côté-là, c'est plus rassurant. Puis, aussi, en film, les instruments naturels vieillissent mieux. Les films en musique, avec la musique plus classique, vieillissent mieux, traversent les époques, plus qu'une musique très moderne, très typée, quelque chose comme ça. Ouais. Ça répond un peu? Oui. Comment vous avez approché l'adaptation? J'ai pas lu le livre, donc C'est un livre comment dire, c'est un livre d'observation. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de point A au point Z, il n'y a pas de ça, il n'y a rien de ça dans le livre. C'est complètement, c'est des impressions, c'est très impressionniste, c'est très des souvenirs. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textures. Puis il y a beaucoup de descriptions, d'images, de descriptions de gens, de couleurs, tout ça. Donc, il fallait que ce soit comme un... Il fallait que le film ait une approche... Il fallait que le film ait un côté... Comment dire... qu'il n'y ait pas de quête. Il fallait que la quête vienne de l'intérieur du personnage. C'est dur à faire, là, parce que... Normalement, tu donnes une mission à ton personnage, puis tu as une mission, là, pas une mission, mais quelqu'un perd quelque chose, ses circonstances changent, puis il décide de partir sur une quête qui va le changer éventuellement. Dans ce cas-là, c'était plus un côté où, justement, c'était la naissance d'un artiste, donc c'était quelqu'un on la sortait de son univers, et dans ce nouveau monde qu'elle arrivait, elle découvrait le monde, puis elle se forgeait une identité que plus tard, elle va devenir écrivaine. C'est comme si le livre, en fait, il y a comme une adaptation du livre, mais aussi une adaptation de la vraie personne dans le livre, la personne qui a écrit le livre. C'est ça. Fait que l'adaptation, ça s'est fait à plusieurs étapes, là. Ça a été un processus très complexe,
parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont essayé, comme je dis, qui ont flirté avec l'idée de faire un film avec ça, parce que c'est un best-seller, parce que c'est un livre. Tu sais, ça a été un best-seller l'année que c'est sorti, donc c'était comme attendu qu'il allait avoir un film avec ça. Mais à un moment donné, ben, on a fait le film est sorti 13 ans, presque 14 ans après la parution du livre. Fait que t'es plus dans le best-seller. Là, je veux dire. Elle a écrit 5 livres depuis. Là. Fait que c'était l'adaptation, il fallait qu'il y ait comme un. Ça a été beaucoup de conversations pour moi et pour le scénariste avant moi. Beaucoup de conversations avec Kim. Puis moi, j'ai suivi Kim. Kim, elle donne des conférences. Elle donne des conférences dans des écoles. Elle donne des conférences dans des bureaux d'avocats, à des nouveaux arrivants, au gouvernement. Elle donne des conférences à toutes sortes de monde. Puis elle adapte son histoire, son récit au public avec qui elle se trouve. Comme, par exemple, la pire conférence dans laquelle moi, je suis allé avec elle, ça s'appelait Power Women of Montreal. Puis c'était toutes des femmes habillées en blanc. C'était toutes des présidentes de compagnie, des avocats, des femmes très puissantes. Puis moi, Kim, elle n'avait pas dit, puis je suis arrivé habillé de même, en guenille, là. Je me sentais pas bien. Mais en même temps, je l'ai vu comment elle adapte, parce que je l'avais suivi dans des écoles, je l'ai vu comment elle adaptait son expérience, la résilience, le mot-clé, là, à de l'expérience de femmes ou de gens en situation professionnelle de travail. Donc, ça a été beaucoup de je me suis comme collé à elle, puis je l'ai écouté beaucoup. Je n'ai pas parlé beaucoup. Moi, je parle beaucoup, là, mais je parle pas tant que ça dans la vraie vie, en fait. En fait, je suis un peu comme les personnages principaux de mes films, où je parle pas vraiment. C'est ça. Les mots, c'est surévalué. Fait que c'est ça, ça a été très compliqué. Mais l'idée, c'était de faire Je voulais faire le film... Puis c'est ça, à un moment donné, il y a comme un déclic, là. Puis c'est vraiment quand on a comme... Il a fallu... Parce que au début, là, on allait au Vietnam. On allait tourner au Vietnam, on avait plus d'argent, on allait tout ça, là, on avait tout ça. Puis la raison pour laquelle on a tourné au Vietnam, c'est la même raison pour laquelle aujourd'hui, on me dit qu'il fallait pas que j'aille au Vietnam. C'est parce que le film, le film serait interdit là-bas, il nous aurait volé les affaires, on se serait probablement fait emprisonner. Bon, fait que là, le Vietnam, c'était... Après ça, on a fait y aller en Thaïlande, après ça, on a fait y aller en Malaisie, ces affaires-là, bon. Puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait plus faire ça parce qu'on allait tomber dans le piège de l'exotisme là-bas. Puis il fallait comme rester ici. Puis c'est quand on a décidé de rester ici qu'on a comme, tu t'en souviens, hein? On a comme viré le projet, puis on a comme trouvé, à l'intérieur du même scénario, on a trouvé le cœur des scènes, puis le sous-texte profond qui se cachait en dessous. Puis après tout ce temps-là, puis après ça, je sais qu'on va aller se coucher, là, mais après tout ce temps-là, c'est comme si on avait oublié le livre. Puis c'est là que moi, je suis retourné dans le livre. Puis le film, là, je vous dis pas, il n'y a pas une seconde dans le film que c'est pas un détail qui est dans le livre, mais qui n'est pas au premier degré. Je donne un exemple. La professeure Marie-France qui enregistre avec un magnétophone les voix des jeunes enfants dans la classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bien ça, la vraie vie, c'était pas ça. La vraie vie, c'était un ami de Kim, un ami français de Kim à Hanoï, quand Kim est retourné dans les années 90 là-bas, elle était devenue ami avec un Français qui, lui, c'était les podcasts avant les podcasts, là, lui, il ne prenait pas de photos, lui, il enregistrait les sons de la rue, des gens, l'affaire-là. Puis les textures sonores. Bien ça, moi, j'ai pris cet élément-là, puis je l'ai sorti de son contexte, puis je l'ai donné à un autre personnage. Fait que tout le film, il est entièrement dans le livre, mais pas au premier degré. Je sais pas si ça fait du sens, là. Merci pour ces réponses si amples. Est-ce qu'on a une dernière question? Et après, bien sûr, vous pouvez venir poser vos questions plus personnelles à Charles-Olivier ou à Michel si vous souhaitez. Ou allez vous coucher, comme vous êtes là depuis longtemps dans cette salle. Une petite dernière? Oui. Avez-vous une idée qui a essayé d'adapter et de réaliser le film avant vous? Pourquoi? Pour savoir, là, parce que je me dis... Jean-Marc Vallée. De préparation. Jean-Marc Vallée, mais c'est un grand ami de Kim. Oh, ok. Mais c'était avant qu'il meure, là. Il est mort en quelle année? C'est un ami de Michel. En 2022. 2022. Il est mort avant... On avait-tu fait le film ou on allait faire le film? Je pense qu'on allait faire le film. J'avais le scénario. C'est ça, on allait faire le film. Mais non, mais c'était genre en 2012, 2013, faire le même, là, comme bien avant, mais en même temps, ça fait longtemps. Il y avait lui, il y avait eu... Spielberg a passé aussi. Spielberg. Qu'est-ce que Spielberg viendrait crisser avec lui? Jean-Marc, oui, lui, je sais. Puis une autre personne que je nommerai pas, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est pas quelqu'un qui fait de la réalisation.
mais qu'il voulait réaliser. Puis que Kim a décidé de façon très respectueuse à cette personne-là, elle a dit non. Mais en même temps, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Ok. Donc, Kim est vraiment. C'est elle qui disait, OK. Elle avait vraiment un choix, c'est le réalisateur puis le scénariste? Ou... Oui, c'est elle. Ultimement, c'est elle qui. C'est sa vie, c'est son livre, c'est sa famille, c'est. Oui. En même temps, c'était comme un. C'était comme une marraine, mais elle n'allait pas dans les décisions au quotidien, puis c'était une ressource immense. Tu sais, moi, au début, mettons, de la pré-production, on me disait, Marie-Hélène Lavoie, la directrice artistique, elle me disait, j'ai-tu le droit d'appeler Kim? J'ai dit, t'as son numéro? Elle dit, j'ose pas l'appeler. J'ai dit, Chris, Marie-Hélène, appelle-la. Un coup qu'elle l'a appelé, ça a été comme une chute, un barrage ouvert de conversation entre les deux, mais parce qu'elle avait cette générosité-là, parce qu'elle avait envie d'être là pour nous, pour toute l'équipe, puis elle avait envie d'être là comme une référence, mais en même temps, elle n'avait pas envie d'être là pour dire oui, non, oui, non. Mais dans les grandes décisions, oui, c'est sûr que le producteur, ça c'est super intéressant, le producteur, André Dupuis, a connu Kim alors que Kim était restauratrice en 2004. Lui était producteur de films à l'époque. Kim, elle avait écrit 15 pages de rue, manuscrites à la main, qu'elle lui a donné à lui. Puis lui, il a fait, parce qu'elle pensait qu'il était bibliothécaire, parce qu'il allait lire des scénarios le midi à son restaurant, qui s'appelait Rue de Nam, sur la rue Notre-Dame. Puis, elle lui a dit, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu en penses? Puis lui, il a dit, ben, 1, je suis pas bibliothécaire, 2, je produis des films. Puis 3, il dit, moi, je suis pas éditeur, mais je peux peut-être te faire rencontrer un éditeur. C'est lui qui l'a amené aux Éditions de l'Homme. Fait on s'entend, là, ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans de ça, là. Puis Karine Vanasse, qui joue dans le film, Lisette, la marraine, c'est elle qui a offert, elle était amie avec Kim à l'époque que Kim avait un restaurant, c'est elle qui a offert le calepin dans lequel Rue a été écrit manuscrit à la main. Tu sais, elle est là elle est là avant même que Rue soit Rue. Elle est là avant que Kim soit Kim. Tu sais, elle est là. Kim, c'est une restauratrice de restaurant vietnamien. Là. Je ne sais pas si vous allez au restaurant vietnamien, mais soyez gentils parce qu'ils vont peut-être faire des films qui deviennent bien célèbres un jour. Hein? Il faudrait quasiment faire un film sur la préparation. Ben oui, puis c'est ça. Puis tu sais, Kim avait aucune idée que Karine Vanasse était quelqu'un de connu. Fait que des fois, il demandait, peux-tu m'aider à faire la vaisselle? Puis Karine, oui. Fait qu'elle faisait la vaisselle, elle faisait le pelletage. Puis quand elle était allée en Thaïlande, en voyage personnel, elle a acheté un petit calepin à Kim. Parce que Kim, quand tu la connais, quand tu es avec elle, Kim, elle aime beaucoup écrire des mots aux gens. Elle écrit des pensées, des mots, des poèmes, de faire là. Puis elle a dit, comme, au lieu d'écrire des mots sur des post-it, écris-les donc dans un petit livre. Mais Kim, je me donne le droit de le dire parce qu'elle le racontait souvent, tout ça, mais elle disait, Kim, elle se donnait pas le droit d'écrire un livre, d'être créative. Fait que ce qu'elle faisait, c'est que puis moi je l'ai vu, là, ce calepin-là, il va probablement être affiché, il va être exposé au musée de l'immigration à Halifax. Comme le bracelet aussi, le bracelet, il existe pour de vrai. Comment dire, donc elle écrivait ses listes d'épicerie, ses tâches à faire dans les pages du livre, puis à l'endos du livre, fait qu'elle virait le livre à l'envers, c'est là qu'elle écrivait Rue. Fait que le livre, Rue était tellement un murmure, comme une berceuse chuchotée, qu'elle n'osait même pas l'écrire sur les pages principales, elle l'écrivait à l'endos du livre, dans les pages à l'envers. Tu sais, c'est fou, hein? Comment elle ne savait pas que ça allait devenir ça. Tu sais, le film, il a passé 5 mois au cinéma. Un succès, normalement, là, c'est 6 semaines. Un film québécois, c'est 3 semaines, normalement. Nous autres, c'est 5 mois qu'on est au cinéma. Il était partout à travers le Canada. On voyage partout dans le monde. C'est comme un inattendu, puis on n'a pas prévu ça. T'sais. Fait que on l'a fait dans le geste le plus pur possible. Merci pour toutes vos questions, puis merci d'avoir répondu si généreusement avec votre présence ce soir, comme il est tard. Et c'est comme je vous disais. D'ailleurs, si jamais il y a cette édition de luxe maintenant qui contient des images du tournage, si jamais vous n'avez pas lu. Surtout qu'elle a des commentaires, oui, c'est qu'elle a écrit manuscrit plein de. C'est ça, il y a comme des morceaux de notes de Kim et aussi des moments où elle revient sur son écriture en 2009. Fait que cette édition-là est super intéressante si jamais vous voulez vous lancer dans le livre. Et on donne une grande main d'applaudissements donc à Charles Olivier et Michel pour leur présence. Merci beaucoup.